Voilà. Donc, bienvenue à ce webinaire Archipelda EU sur le Fonds de mobilité Archipelda EU, qui est un webinaire organisé par l'OCTA en partenariat avec l'Institut français. Nous avons aujourd'hui Madina, sa représentante, et puis je crois aussi sa collègue Gaëlle. Donc, bienvenue à vous. Ce webinaire est le troisième d'une série de webinaires sur Archipelda EU et ses 3 appels à projets que nous avons organisés depuis le lancement d'Archipel EU en octobre dernier. Vous le savez, je suis Hélène Morales. Je suis responsable des affaires culturelles au sein de l'Association des pays et des territoires d'outre-mer de l'Union européenne, donc située à Bruxelles. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de mes collègues, donc Marta Fernandez, qui est la chargée des programmes de l'UE, de Madina Reynaud, donc, qui est la chargée en chef d'Archipel EU à l'Institut français, et d'Andrei Moarcas, qui est le chargé de mission environnement au sein de l'OCTA et qui gentiment nous prête un coup de main pour un coup de main technique aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à eux trois. Et si vous le voulez bien, je vais leur laisser la parole quelques minutes, le temps qu'ils se présentent. Donc, Marta, Madina, à vous. Madina, tu peux commencer? Merci Martha. Oui, donc Madina Regnault, je suis responsable du programme Archipel EU et je souhaite remercier les collaboratrices de l'OCTA pour avoir organisé ce webinaire. Ces sessions de webinaire en petit format, petit comité, nous permettent réellement de pouvoir tout d'abord présenter vraiment de manière très didactique par Hélène les différentes étapes sur les différents fonds, comment se porter candidat, quels sont les types de projets éligibles, et puis surtout d'avoir un temps d'échange en fait sous un format qui est propice. Donc voilà, je vous remercie et je laisse la parole à Martha également. Merci Madina et bonsoir à tous. Oui, je suis en charge des programmes UE et dans les financements horizontal auxquels les PTOM ont accès. Et voilà, Archipel est les premiers programmes vraiment dédiés au PTOM pour la culture. Donc, on est très contents et on attend plein de candidatures des PTOM. On vous fait beaucoup de confiance, beaucoup d'espoir. Merci. Merci beaucoup, Marta et Madina. Alors, je vais vite. Est-ce que vous entendez par hasard un bruit de fond ou est-ce que tout va bien? Ça va. Ça va? Bon. Alors, Marta, si tu le veux bien, on va commencer le PowerPoint. Donc, je vais très vite vous présenter les différents points qui seront à l'ordre du jour dans le cadre de ce webinaire. Ce webinaire sera structuré en 2 parties. Donc, voilà, comme va nous le montrer Marta, la première partie sera l'occasion de vous présenter le fonds de mobilité Archipelda EU de manière très générale et détaillée. Voilà. Hop. Donc, parfait. Je pense que tu peux aller à la page d'après. Parfait. Donc oui, donc comme je le disais, la première partie de ce webinaire sera consacrée à l'introduction détaillée du fonds de mobilité Archipelda EU. Ensuite, nous vous montrerons en ligne où trouver l'information sur le fonds de mobilité Archipelda EU, mais aussi quel est le processus de candidature en ligne. Et enfin, nous vous montrerons aussi quels sont les autres outils mis à votre disposition pour trouver des informations générales sur Archipelda EU et sur ces 3 appels à projets.
Enfin, la seconde partie de ce webinaire sera l'occasion pour vous de vous présenter, de présenter éventuellement les projets que vous auriez dans le cadre du Fonds de mobilité Archipel EU, mais aussi de poser les questions que vous auriez à cet effet ou plus généralement sur Archipel EU. À cet effet, je vous invite dès à présent à écrire les questions que vous auriez dans la boîte chat qui est à votre disposition. Donc, sans plus attendre, je vais passer au premier point de l'ordre du jour de notre webinaire, donc qui va nous permettre un peu de remettre dans le contexte Archipel EU et donc de faire la présentation du fonds qui nous intéresse aujourd'hui. Avant justement de vous présenter ce fonds, je vais rapidement donner la parole à Madina qui va vous dire en quelques mots en quoi consiste Archipel EU et vous parler aussi des 3 appels d'Archipel EU qui existent. Madina, tu as la parole. Merci Hélène. Alors oui, je vais vous présenter le contexte général pour comprendre comment est-ce que ce fonds se situe par rapport aux autres fonds et surtout par rapport au dispositif. Donc Archipel.eu, c'est un projet pilote qui est cofinancé par la Commission européenne et qui a été lancé le 13 octobre dernier. Sur une période de 24 mois, nous allons pouvoir tester un dispositif de soutien financier direct, qu'il soit destiné aux professionnels des métiers de la culture, aussi aux artistes, individuels ou groupes d'artistes, aux organisations ou aux institutions culturelles. L'essentiel pour nous est vraiment de soutenir des dispositifs et des projets qui émanent des pays et territoires d'outre-mer et des régions ultrapériphériques. À l'occasion de l'événement de lancement qui a eu lieu en octobre, 3 appels à projets ont été lancés. Donc, nous avons tout d'abord un appel à projet qui concerne la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel immatériel dans ces territoires. Cet appel est ouvert jusqu'au 13 février. Nous avons l'appel sur le fonds de mobilité qui, lui, est ouvert au fil de l'eau et en continu encore pendant 11 mois jusqu'en décembre de cette année. Et donc, c'est le fonds sur lequel nous allons... C'est le fonds qui fait l'objet de notre webinaire de ce soir. Et puis, nous avons la collection, qui est un dispositif, qui est un catalogue, qui est un dispositif qui a été également lancé le 13 octobre et qui, l'appel à projet se clôture dans deux jours. Donc, voilà, si par hasard, vous avez également des questions sur la collection, bon, n'hésitez pas, évidemment, on en profitera aussi pour y répondre. Donc voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite un bon webinaire. Merci beaucoup, Madina. Nous allons maintenant passer à la slide suivante et en venir au vif du sujet, donc au Fonds de mobilité Archipel EU. Donc, ce fonds a pour objectif de soutenir la mobilité physique et virtuelle des professionnels de la culture, des artistes, des groupes d'artistes ou encore des créateurs issus à la fois des pays et territoires d'outre-mer, mais aussi des régions ultra-périphériques. Le Fonds de mobilité Archipel EU a 4 objectifs clés au-delà de cet objectif général. Donc, le premier est de pouvoir améliorer le dialogue et les échanges culturels entre les PTOM, les RUP et l'ensemble de l'UE. Le deuxième est de pouvoir encourager la mobilité, les échanges et la coopération entre les acteurs du secteur culturel et créatif. Le troisième objectif est de pouvoir promouvoir, préserver et favoriser la connaissance des cultures locales, des PTOM et des RUP entre ces régions et dans l'UE. Et enfin, le dernier objectif clé du Fonds de mobilité Archipel EU est de favoriser l'utilisation des technologies numériques pour promouvoir la culture et le dialogue interculturel, permettant ainsi de mieux connaître la diversité culturelle des PTOM et des RUP et de créer des ponts entre les différentes communautés qui les définissent. La prochaine slide, s'il te plaît, Martha. Alors,
Le fonds de mobilité Archipel.eu est un fonds qui se consacre à l'ensemble des domaines artistiques et culturels. Donc, il comprend, par exemple, des projets qui sont des projets de spectacle vivant, de musique, d'art visuel, d'architecture, de création numérique ou encore de design et bien d'autres. Le type de projet concerné par ce fonds, alors il s'agit de projets de mobilité individuels. Ce sont en effet des individus, des artistes, comme je l'ai dit, des professionnels de la culture ou encore des créateurs qui doivent émettre à titre individuel leurs projets dans le cadre de ce fonds. Et donc, ces projets de mobilité peuvent à la fois être des projets physiques, ça peut être aussi des projets hybrides, donc qui mêlent des projets de mobilité physique et des projets de mobilité tout digital, et et ensuite des projets de mobilité tout digital, tels que des expositions virtuelles, des performances interactives, des webinaires, des masterclass. Les projets qui seront soutenus en priorité dans le cadre du Fonds de mobilité Archipel.eu sont donc des projets de mobilité physique, hybride ou virtuelle, tels que la participation à des événements, à des formations, à des conférences, à des débats, à des temps de recherche et de collaboration artistique, ou encore à des résidences de création. Très rapidement, avant d'en venir aux spécificités et aux conditions pour candidater à ce fonds, je vais laisser la parole à Madina qui va, quant à elle, vous exposer quelques exemples concrets de projets éligibles dans le cadre du fonds de mobilité Archipel.eu. Donc Madina, c'est à toi. Merci Hélène. Oui, simplement pour préciser par rapport à ces exemples de mobilité qui seraient soutenus, nous avons donc lancé cet appel en octobre et nous avons déjà eu en fait plusieurs candidatures, et ce qui nous a permis avec les experts de pouvoir identifier des projets qui effectivement correspondent totalement aux enjeux d'Archipel.eu dans son ensemble, au programme dans son ensemble, et d'autres qui ne correspondaient pas forcément. Donc, ça nous permet aussi de cibler un peu plus davantage les types de projets qui sont éligibles. En ce qui concerne le fonds de mobilité, il est important de comprendre que nous allons privilégier évidemment des projets qui vont avoir premièrement un intérêt pour la carrière en fait de porteurs de projet, c'est-à-dire qu'on puisse vraiment comprendre qu'il y a une cohérence, qu'il y a un objectif, que ce soit en termes de formation, de structuration, de visibilité. Donc ça, c'est le premier élément qui est important, qu'on doit prendre en compte si on affine son projet. Le deuxième élément, c'est la question de l'audience. Donc voilà, par exemple, participer à un séminaire, une conférence, il va falloir vraiment nous expliquer à qui est destiné l'événement pour qu'on puisse avoir une idée en fait du type d'audience, de son ampleur et de son impact. Et puis, le troisième point aussi, qui va être important lorsque l'on va justement cerner les projets, c'est le retour sur le terrain, en fait, c'est-à-dire lorsque la personne que l'on va soutenir, l'artiste, le professionnel de la culture, va revenir dans sa région ultra-périphérique ou son territoire, un territoire d'outre-mer, il est important pour nous de comprendre qu'il va y avoir aussi un impact bénéfique au niveau du territoire. Donc, voilà, c'est plus des indications que des exemples de projets concrets, mais c'est juste pour vous dire que si voilà, vous vous orientez sur des mobilités pour des formations, des événements, au-delà de la participation, c'est la participation active déjà qui nous intéresse, et puis ensuite tout ce qui va se greffer autour de cette mobilité, la mise en réseau, la médiation scientifique et culturelle, voilà, toutes sortes d'éléments qui vont nourrir le projet. Merci beaucoup, Manina. C'était très clair. Et c'est vrai que c'est bien qu'il y ait déjà eu des premiers projets qui ont été déposés dans le cadre de ce fonds. Comme ça, nous avons, nous, de notre côté, une meilleure idée
du type de projet éligible pour ce fonds. Donc, je vais passer à la slide suivante, s'il te plaît, Martha. Je vais un instant parce que j'ai perdu la possibilité de faire suivante. Ah. Et il y a Hélène, tu vois les deux personnes qui sont en attente parce que j'ai perdu les... Non. Je dois reclaim. Ah, ok. C'est bon, je les admets. Ok, bon. Ah, parfait, c'est bon. Et bonjour aux nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Donc, après avoir décrit les objectifs de ce fonds et le type de projets qui sont éligibles à ce fonds, nous allons maintenant en venir aux spécificités et aux conditions de ce fonds-là. Donc, comme l'a dit Madina tout à l'heure, la première chose à souligner est que ce fonds est ouvert en continu jusqu'au 1er décembre 2022. Donc, vous avez l'opportunité dans les mois à venir aussi d'affiner votre projet tout en prenant le temps de... Hop là. Je crois que quelqu'un parle. Hop. Donc ça, c'est la première chose à souligner. La seconde a trait donc au budget qui est dédié au fonds. Donc, le budget total dédié au fonds de mobilité Archipel d'AEU est de 100 000 €. Pour chaque projet sélectionné, les dépenses qui seront prises en charge, alors en fonction de si le projet de mobilité est un projet de mobilité physique ou digital. Donc, dans le cadre d'un projet de mobilité physique, les dépenses prises en charge seront le transport et les indemnités journalières. Alors, par transport, on entend là le transport des personnes, des individus qui feront la mobilité. Les transports de marchandises ou d'œuvres d'art ne sont pas inclus dans le cadre de ce soutien financier. Quant aux indemnités journalières, donc celles-ci peuvent être demandées pour une période maximale de 15 jours, qui est aussi la durée maximale d'un projet dans le cadre de ce fonds de mobilité. Quant aux mobilités virtuelles, les coûts éligibles pour ce type de mobilité incluent les frais d'inscription à des événements en ligne ou hybrides. Les bénéficiaires, on en a parlé tout à l'heure, ce doit être donc des individus, c'est-à-dire que c'est des individus de candidater à ce fonds. La candidature à ce fonds ne peut pas se faire par l'intermédiaire de structures culturelles. Donc, par individu, on entend bien sûr les artistes, les groupes d'artistes, les créateurs ou encore les professionnels de la culture qui résident soit dans les pays et territoires d'outre-mer ou alors dans les régions ultra-périphériques. Comme évoqué rapidement tout à l'heure, les projets de mobilité que vous soumettez dans le cadre de ce fonds doivent durer entre 7 et 15 jours et se tenir entre le 1er janvier 2022 et le 1er février 2023. Enfin, comme je vous l'ai dit, le fonds de mobilité se clôturera le 1er décembre, ce qui vous laisse presque un an pour pouvoir y postuler, et ce, en fonction de votre projet. Et il est important toutefois de vous rappeler que les dossiers doivent être soumis au moins 6 semaines avant le début du projet de mobilité, qu'il soit physique ou virtuel ou hybride. Je vais maintenant passer à la prochaine slide. Donc, jusqu'à présent, nous vous avons introduit le fonds de mobilité, on l'espère, en détail. Et maintenant, cette seconde partie du webinaire aura trait, quant à elle, à comment
trouver l'information sur ce fonds et comment candidater en ligne. Donc là, je vais demander à Marta donc, de se rendre sur le site d'Archipel.eu, dont vous avez le lien ici. Notez également, j'en profite, que le PowerPoint de ce webinaire vous sera envoyé demain. Comme ça, vous retrouverez toutes les informations qui vous sont transmises tout au long de ce webinaire, ainsi que les liens qui pourront vous être utiles à l'image donc du site d'Archipel. Donc, dans un premier temps, avant de candidater au fonds de mobilité, mais aussi à tout autre fonds à tout autre appel à projet dans le cadre d'Archipel.eu, il est important de vous assurer que votre projet soit éligible au fonds pour lequel vous souhaitez postuler. Alors, donc là, je vous inviterai à aller sur le site d'Archipel.eu où toutes les informations relatives à Archipel.eu et aux différents appels à projets sont accessibles en français, mais aussi en anglais, en espagnol et en portugais. Donc, dans le cadre de notre fonds de mobilité Archipel.eu, vous pouvez trouver la fiche détaillée de ce fonds en appuyant donc, sur « Voir plus », comme Martha va le faire. Merci Martha. Et donc là, vous allez donc trouver la fiche détaillée de ce fonds et il y a bien sûr une fiche détaillée pour chacun des appels à projets. Et cette fiche est importante parce qu'elle vous donnera, en plus du webinaire auquel vous participez, donc des informations bien sûr sur le contexte de mise en œuvre et les objectifs du fonds, sur les bénéficiaires du fonds, sur les disciplines concernées, sur les spécificités du fonds, sur les projets concernés par ce fonds, mais aussi sur les frais qui peuvent être ou ne peuvent pas être pris en charge par le fonds de mobilité. Et enfin, sur les critères d'éligibilité et d'évaluation de ce fonds. Donc, je vous encourage vivement à regarder cette fiche. Et là, on voit aussi, j'ai vu Martha que quand tu es un peu, voilà, vous verrez aussi, ça va être très intéressant quand vous ferez votre formulaire de candidature en ligne. Vous avez aussi la grille des per diem par pays ou territoire dans lequel vous souhaitez faire votre mobilité physique. Donc, je vous encourage vivement à avoir cette grille en tête lorsque vous rentrerez les informations concernant le budget de votre projet. Donc, une fois que vous avez regardé donc, cette fiche détaillée et que vous êtes rendu compte que votre projet était éligible, vous allez pouvoir revenir sur le site et appuyer sur « Candidater ». Merci. Alors, la première chose à faire quand vous souhaitez candidater, donc après, vous êtes assuré que votre projet est éligible, donc, c'est de créer un compte sur le site Archipel.eu. Donc là, voilà, on peut créer le compte soit en tapant ici à droite. Voilà. Alors, il se peut... Exactement, oui. Alors, il se peut que vous ayez déjà un compte, par exemple, dans le cas où vous auriez déjà postulé pour une aide dans le cadre de l'Institut français. Donc là, je sais pas, est-ce que ça fonctionne quand tu m'as créé un compte, peut-être en bas aussi, oui? Ah oui, oui. Oui, parfait. Alors là, c'est important pour nous de vous montrer parce que, bien évidemment, depuis le lancement d'Archipel.eu, nous recevons aussi beaucoup de questions au quotidien sur le processus de candidature en ligne. C'est pour ça que nous pensions que ce pas par pas en ligne pourrait être intéressant. Donc, pour créer un compte sur le site de l'Institut français, vous devez renseigner un certain nombre d'informations personnelles, donc votre civilité, nom, prénom, adresse email, le mot de passe que vous souhaitez associer à votre compte. Et là, il y a une question importante, c'est celle du pays de résidence. Donc, un peu plus en haut. Ouais. Elle est importante parce que, comme on vous l'a dit, pour être éligible à un fonds d'Archipel.eu, il est essentiel qu'en tant que candidat, vous résidiez
soit dans un pays et territoire d'outre-mer ou dans une région ultra-périphérique. Sauf que sur le site de l'Institut français, aucun de ces territoires n'est inscrit dans la liste de pays de résidence quand vous créez votre compte. Donc ici, il faudra tout simplement mettre votre pays de nationalité. Donc par exemple, là, je vois qu'on a beaucoup de potentiels candidats de Nouvelle-Calédonie. Donc, il vous faudra entrer comme pays de résidence la France. Voilà. Et ensuite, une fois que vous aurez rempli ça, il y aura encore quelques petites questions sur votre statut, vos intérêts, notamment dans le domaine culturel et artistique. Et là, vous pouvez ensuite appuyer en bas sur « Je m'inscris » et votre compte sera créé. Donc voilà pour la partie technique et administrative de votre candidature. Ensuite, Martha, si tu le veux bien, nous allons revenir sur le PowerPoint. Ah, oui. Ouais. Une fois que vous aurez un compte, vous serez en mesure donc je crois que c'est la prochaine slide. Voilà, encore un deuxième slide. Donc là, vous retrouverez sur le PowerPoint les différentes informations. Donc voilà, donc comment candidater? Donc une fois que vous avez vérifié que votre projet est éligible et que vous avez créé un compte, vous pouvez désormais candidater au fonds de mobilité. Alors, le formulaire en ligne se compose en deux parties. Il y a d'abord un formulaire que vous devez remplir avec un certain nombre de questions concernant le postulant, la description de votre projet, vos partenaires s'il y en a et le budget. Et ensuite, vous devez également émettre dans le cadre de votre candidature un certain nombre de documents. Alors, concernant le formulaire en ligne, donc, il y aura une première section qui aura trait aux porteurs de projet, donc aux postulants, que ce soit donc un artiste, un groupe d'artistes, un professionnel de la culture, un créateur, etc., un individu. Donc là, les questions relatives aux porteurs de projet, ce sera par exemple une brève description de votre parcours et les raisons pour lesquelles vous pensez que votre parcours et les projets réalisés auparavant peuvent s'ancrer aussi dans cette démarche de candidature au fonds de mobilité. Ensuite, il y aura une section consacrée à la description de votre projet. Donc là, on vous demandera justement de décrire en détail votre projet, de rentrer aussi les informations concernant le calendrier de mise en œuvre du projet en prenant compte que votre projet doit être mis en œuvre avant le février 2023. Et on vous demandera aussi dans cette partie, et c'est important, Madina vous en parlait tout à l'heure, de bien inscrire les objectifs de votre projet, les impacts qu'il peut avoir à moyen et long terme. Dans la troisième section de ce formulaire, on vous demandera aussi, si vous en avez, de renseigner les informations concernant les éventuels partenaires que vous pourriez avoir dans le cadre de votre projet. Enfin, on vous demandera de remplir un budget, donc à la fois le budget provisoire et les dépenses attendues. Comme dit tout à l'heure, dans le cadre d'une mobilité, seules quelques dépenses peuvent être financées par le fonds. Donc là, une fois encore, je vous invite à bien les prendre en compte à travers la fiche détaillée et le PowerPoint de ce webinaire. Concernant les documents additionnels à attacher à votre candidature, vous pouvez en attacher plusieurs. Donc, le premier, ce doit être une lettre d'invitation ou une preuve d'inscription à un événement auquel vous souhaitez participer ou à une éventuelle résidence. Vous devez aussi soumettre votre CV et un dossier artistique. Et à cela, vous pouvez aussi ajouter votre portfolio si vous en avez un. Voilà pour les candidatures en ligne. Aussi, deux précisions sur les candidatures toujours. Les candidatures en ligne ne peuvent se faire qu'en français ou en anglais. Bien que l'information relative à Archipel.eu soit sur le site,
accessible en plusieurs langues, les candidatures, elles, ne peuvent être émises que dans 2 langues et toute candidature qui sera émise dans une autre langue que l'anglais ou le français ne pourra malheureusement pas être prise en considération. Donc ça, c'est un point important à souligner. La deuxième chose aussi, c'est que je vous invite tout au long de votre processus de candidature et avant même de le débuter, de bien regarder en ligne les différentes questions qui vous seront posées dans le cadre du formulaire, par exemple, pour avoir une idée globale de ce qui vous est demandé. Donc, voilà pour le formulaire en ligne. J'espère que ces informations étaient pertinentes. Et très vite, avant de vous laisser la parole pour des questions et éventuellement aussi pour présenter très rapidement le type de projet que vous auriez, je vais vite passer à la prochaine slide. Marta. Pardon. Merci. Très brièvement aussi pour vous faire un dernier petit état des lieux des différents outils qui sont à votre disposition tout au long de votre processus de candidature, à la fois pour avoir des informations générales sur Archipel.eu, mais aussi des informations détaillées sur les 3 appels à projets. Donc, bien sûr, il y a ces webinaires. Donc là, c'était le 3e que nous organisions. Il y a aussi la retransmission de nos webinaires qui peut être retrouvée sur le site d'Archipel.eu. Vous avez aussi à votre disposition un Q&A, donc un question-réponse que je vous invite à regarder également tout au long de votre processus de candidature. Et enfin, vous avez quelques contacts clés que je vous invite vivement à contacter pour toute question que vous auriez au sujet d'Archipel. Donc, parmi ces contacts, il y a les partenaires associés du projet. Donc là, vous pouvez retrouver la liste de ces partenaires sur le site d'Archipel. Au sein de l'Institut français, donc il y a bien sûr Madina, qui est la chef de projet Archipel.eu, qui pourra répondre à vos questions. Pour tout potentiel bénéficiaire provenant des régions ultrapériphériques portugaises ou espagnoles, vous pouvez aussi contacter notre collègue Elena, qui vient de l'Agence pour la promotion de la culture atlantique, qui pourra répondre à vos questions. Et enfin, au sein de l'OCTA, vous pouvez bien évidemment me contacter. Vous avez mes coordonnées. Et moi, je serai très heureuse de répondre à toutes vos questions, de vous aider dans votre processus de candidature. Et bien sûr, moi, je m'occupe surtout d'accompagner les potentiels bénéficiaires des pays et territoires d'outre-mer. Néanmoins, si vous venez d'autres territoires et que vous avez des questions, n'hésitez pas, je pourrai toujours les retransmettre et vous répondre. Donc, voilà pour cette présentation. Je vais maintenant vous laisser la parole pour les questions que vous auriez. Merci beaucoup. Merci Hélène. Alors, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à l'oral ou par écrit. On sera heureux de vous répondre. J'en profite pour indiquer que le but vraiment de ces webinaires, c'est surtout c'est aussi cette seconde partie en fait, du webinaire qui vous permet de poser vos questions en direct pour pouvoir notamment savoir si votre projet est éligible déjà. C'est une chose importante. Affiner éventuellement votre projet avant de le soumettre. Si vous avez plusieurs idées de projet, peut-être que justement c'est le moment de poser des questions pour justement affiner aussi. Voilà, donc la parole est à celui ou celle qui veut la prendre. S'il n'y a personne qui va, je me lance. J'ai raté le début, je suis désolée, un peu en retard. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour Madine et Gaëlle.
en particulier. Oui, parce qu'on connaît, c'est pour ça. Voilà, c'est ça, on se connaît. J'ai une question, parce que j'ai raté le début, sur les types de projets qui peuvent être accompagnés. Je suis productrice d'un festival qui existe, qui a eu lieu pendant 6 ans autour de l'histoire de la Guadeloupe et donc de l'histoire de l'esclavage et enfin voilà, l'histoire de la colonisation. Et ma question, vu qu'il y a le Covid, qu'on est dans une incertitude qui dure depuis maintenant 2 ans, je suis en train de travailler à peut-être aller plus dans le fond de la recherche scientifique, culturelle, les liens qu'il y a entre les différents peuples, plus que de mettre l'énergie sur l'événementiel, puisque c'est un peu compliqué. Et je me demandais si dans l'intitulé professionnel de la culture, ça peut rentrer dans ce cadre-là. Voilà. Oui, oui, bien sûr. Évidemment, on a tous à l'esprit le contexte dans lequel on est actuellement sur les mobilités. C'est pour ça que c'est un enjeu fort pour nous de savoir que, voilà, on ne voulait pas annuler toutes les mobilités parce que ce n'est plus possible. Donc, justement, on essaie de trouver, projet après projet, des moyens de se réadapter, de se réajuster, de pouvoir envisager différentes formes. Alors, on parle de mobilité hybride, on parle de mobilité, voilà, évidemment, l'impact du numérique aussi est important. Donc, voilà, toutes sortes de projets qui peuvent nous permettre quand même d'avancer, de faire de la mise en réseau, d'avoir un impact, une visibilité. C'est évidemment tout à fait pertinent. Je ne sais pas si, du coup, vous voulez réagir autrement sur cet aspect ou poser d'autres questions? Non, parce qu'en fait, j'avoue que j'ai appris très tardivement. Donc, ce matin, qu'il y avait le fond. Donc, j'ai regardé rapidement le questionnaire qui était proposé et c'est vrai que c'est la question que je me posais, c'est-à-dire est-ce que je suis éligible, vu ce statut un petit peu spécial, parce que très souvent, ça s'adresse aux artistes. Donc, je me demandais si ça rentrait dans ce cadre-là. Donc, voilà, pour le moment, c'est la question que j'avais à poser. Merci. Oui, tout à fait. Et puis, ne vous en faites pas. Si vous venez de découvrir le fonds, comme indiqué tout à l'heure aussi, ce fonds est ouvert pour candidature jusqu'au 1er décembre 2022. Donc, cela vous laisse le temps aussi d'affiner votre projet et de, si vous avez la moindre question, de nous contacter. Merci. Alors, je vois que… Ah, oui, pardon. Autre question, avant que quelqu'un… J'ai une… alors, 2019, l'année où le… 2020, 2019, je ne sais plus. L'année où le Covid a commencé, avec mon association aussi, on avait remporté un appel à projet avec l'Institut français pour une collaboration avec le Cap-Vert de mémoire. Ce n'est pas moi qui ai fait le dossier. Est-ce que c'est des choses qui sont cumulables, vu que ce sont 2 dossiers différents ou pas? Oui, oui, alors en théorie les financements sont cumulables. Il faut juste tout simplement préciser si c'est des financements fléchés ou pas, comment ça se passe dans le budget. En fait, c'est juste pour nous important de définir justement voilà, s'il y a déjà un financement, à quelle hauteur il est, qu'est-ce qui est pris en charge par ce financement, qu'est-ce qui serait pris en charge aussi pour qu'on n'ait pas de conflit entre les types de financement. Je crois qu'on a une question de Falakika. Oui. Merci. Bonjour Hélène. Bonjour, plaisir de vous revoir. Oui, bonjour Medina. Bonjour. Merci pour cette présentation. Donc, c'est toujours dans le contexte sanitaire et actuellement, le territoire organise des événements culturels inter-îles entre Wallis et Futuna. Et comme en ce moment, il y a des mesures sanitaires qui nous sont imposées pour des déplacements hors du territoire, donc le territoire, en attendant que les frontières s'ouvrent, organise des événements inter-îles entre Wallis et Futuna. Et donc, ma question est
vous demandez si ces projets-là de déplacement entre Wallis et Futuna peuvent être éligibles à cet appel à projet. Parce que, en fait, on a des groupes de danseurs, de chanteurs qui se déplacent. Comme là, récemment, on a organisé une foire de Noël et on a fait venir des gens de Futuna vers Wallis, un groupe de 90 personnes. Et donc, je voudrais savoir si ces déplacements peuvent être, ces dépenses-là peuvent être éligibles à ces fonds-là. Et est-ce que les déplacements entre PTOM sont éligibles ou c'est seulement des déplacements PTOM Paris, par exemple? Voilà ma question. Merci. Hélène, tu souhaites répondre ou tu préfères que je Oui, réponde? alors, moi, ce que je peux dire, en tout cas, c'est que les déplacements entre PTOM sont possibles. Alors après, Madina, peut-être la question concernant les déplacements au sein même d'un même PTOM ou d'un RUP, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable ou... Bah, oui, c'est envisageable. Oui. Alors, évidemment, c'est un cas un peu spécifique, là, puisque c'est Wallis et Mm. Futuna. Mm. Mais d'abord, le contexte nous permet effectivement de voir que oui, on ne peut pas faire de mobilité forcément évidente en ce moment sur d'autres territoires. Donc, c'est important à prendre en compte. Moi, il y a plusieurs questions dans la question, hein. La première, c'est voilà, vers où on part et pour quel type de projet. Donc là, normalement, c'est tout à fait éligible. Ce n'est pas notre priorité, en fait, en réellement de pouvoir avoir ce type de mobilité, parce qu'on veut pouvoir aussi réfléchir à des mobilités un petit peu qui sortent des sentiers battus sur d'autres territoires, par exemple entre une RUP et un PTOM qui dialogue très peu, par exemple. Donc ça, c'est dans l'idéal, ce serait par exemple le type de mobilité que l'on voudrait soutenir. Maintenant, une circulation entre Wallis et Futuna sur un projet culturel qui du coup, on sait qu'il va y avoir sûrement un intérêt aussi de cette manifestation, c'est pour nous évidemment pertinent. Le deuxième point, la deuxième question de la question, c'est les 90 personnes. Ça fait beaucoup de monde. Alors, du coup, non, je voudrais juste préciser que après, dans le budget, il faudra vraiment bien chiffrer voilà, le nombre de personnes qui partiraient, parce que nous, on est plutôt sur des mobilités vraiment individuelles ou de groupes. Et quand on dit de groupe, c'est plutôt un petit groupe. Voilà, donc, ce n'est pas une troupe de 90 personnes. Donc, on est vraiment plutôt sur ce type de configuration voilà, que quelque chose de très, très grande ampleur, en fait, où on a peut-être d'autres dispositifs qui seront plus adaptés. Oui, merci. Merci. Médina. En fait, le coût du billet entre Wallis et Futuna, c'est 200 €. Et donc, Exactement, donc ça permet de pouvoir basculer sur le budget, puisque contrairement à un billet d'avion qui serait très très cher pour la métropole, ça permet un peu d'équilibrer. oui, oui, oui. Et donc, le groupe, par exemple, le groupe de 90 personnes, le coût global s'élevait à, comment vous dire ça? En fait, nous, on fonctionne en francs pacifiques, hein. 1 890 000 francs pacifiques, c'est à peu près 18 000 €. D'accord. Et c'est vrai que c'est vraiment des événements culturels. Il y a une promotion culturelle, il y a la préservation des traditions, de tout ce qui est artistique et tout. Et puis, la transmission également vers les jeunes et aussi pour vraiment animer le territoire dans un contexte sanitaire un peu très long. Voilà. Et c'est le projet, on va tenir ça 2 fois par an. Et donc, la prochaine fois, ce sera au mois de juillet, parce qu'en même temps, en fait, le mois de juillet, c'est un peu très festif
sur le territoire, parce qu'il y a le 14 juillet, c'est la fête nationale. Le 29 juillet, c'est la fête du territoire. Et donc, il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Et puis après, il y a la semaine de l'artisanat. Il y a pas mal d'événements culturels pendant cette période-là. Et on voudrait en fait que tout le monde participe sur un seul territoire. Voilà les projets de... Merci. Est-ce que ce type de projet, justement, est-ce que ce serait la première édition ou est-ce que vous avez déjà essayé de mettre en œuvre On avait fait l'année dernière au mois de décembre. C'était la foire de Noël et c'était la première édition. Et comme c'était une réussite, on a voulu renouveler ça et faire en 2 fois par an. Parce que l'année dernière, ça s'est passé seulement une fois au mois de décembre. Parce que en début d'année de l'année dernière, on a eu la maladie. Donc, il y a eu pas mal de confinements. Et après, on a voulu rattraper tout ça et on a mis en place la première édition au mois de décembre dernier. Et c'était la foire de Noël. Et c'était aussi parce que c'était pour remplacer notre participation à la foire du Pacifique qui devait se tenir en Nouvelle-Calédonie au mois d'octobre dernier, mais c'était annulé. Et donc, entre nous, on s'est dit qu'on va remplacer ce déplacement-là parce qu'on était déjà préparés pour participer à cette foire du Pacifique. Les artistes étaient déjà bien préparés. On avait fait des concours de danse et tout. Les groupes étaient déjà bien préparés. Et puis, à l'approche de l'événement, on nous a annoncé que c'est reporté au mois de février de cette année. Et donc, pour garder animer le territoire, on venait de sortir du confinement. On a organisé la foire de Noël au mois de décembre dernier. Et donc, comme c'était une réussite, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on a décidé de refaire ça cette année, mais 2 fois par an. Et donc, c'est vrai que pour cet événement, le déplacement des gens, des Futuniens vers, parce qu'on est séparés de 200 km, et le déplacement, ça fait partie des coûts importants du projet. Mais c'était un très grand événement, tout le monde était content. Donc, mais pour le moment, on est en train de chercher des financements. Voilà. Merci beaucoup en tout cas de cette présentation et puis n'hésitez vraiment pas Falakika à me solliciter pour qu'on puisse échanger ensemble sur votre projet. N'hésitez pas à solliciter Hélène pour voir justement dans quel type de dispositif on peut mieux s'ancrer, que ce soit sur les mobilités, sur le PCI, parce que Valakia, vous avez aussi mentionné les enjeux sur le patrimoine immatériel. On a aussi la collection qui se termine très très bientôt. Donc voilà, je pense que dans tous les cas, voilà, sur Archipel EU, il y a matière à réfléchir ensemble. Oui, merci. Merci. Et je vois maintenant qu'il y a plusieurs personnes qui lèvent la main. Donc, dans le chat, je comprends que les représentants de la Nouvelle-Calédonie, non, de New Caledonia, souhaitent parler. Il y a aussi Franck Salin et Henri Alain. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette présentation très complète qui nous sera particulièrement précieuse. Si vous le voulez bien, on va se présenter, simplement faire un petit tour de table. Je suis Medjo Aouzou, je suis chargée de mission pour le membre du gouvernement en charge notamment de la culture et de la promotion touristique internationale. Je suis avec ma collègue Laurie Mouni, également chargée de mission pour M. Michael Forest.
Et nous sommes accompagnés de Jacqueline Riahi, qui est chargée de mission pour le secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que Solange Payandi, directrice de la culture. Si vous nous le permettez, Madame Payandi aurait une question à vous poser, notamment pour le fonds de mobilité. Jacqueline, quant à elle, peut-être nous aurons quelques questions s'agissant du fonds, mais cette fois-ci pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine immatériel et notamment le volet qui est réservé aux structures touristiques. Avec plaisir. Déjà, merci de votre présence. Je ne sais pas, on me voit ? Oui. Vous voyez, on vous entend parfaitement. Parfait. Bon. Bonjour, oui, bonjour à toutes et à tous. En fait, ma question porte sur les modalités d'inscription pour les collectifs d'artistes. J'ai bien entendu qu'on pouvait s'inscrire en tant que collectif. Maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est si chaque artiste doit faire la démarche, même si c'est un collectif qui se déplace, si chaque artiste doit quand même faire une démarche à titre personnel de création de compte et d'inscription, ou si un collectif donc, peut ouvrir un compte et dans le formulaire spécifier le nombre d'artistes qui vont avoir à se déplacer, que ce soit physiquement ou bien à s'inscrire sur des ateliers en ligne. Donc voilà, en fait, là, après, en ce qui concerne le collectif, là, on va dire parlerait de collectifs qui sont de 3, 4, 5 personnes peut-être maximum. Voilà. Oui, alors pour répondre à cette question, c'est une question qu'on nous a posée plusieurs fois déjà. On a eu un webinaire en anglais juste avant. On posait la même question. Non, évidemment, ce n'est pas utile de créer plusieurs comptes pour le même projet, en fait. Si c'est un collectif et que c'est le même projet, une personne porte le projet, s'y inscrit, nous explique qui fera partie du projet de mobilité, quelles sont leurs responsabilités, missions, statuts ou autres, rapidement lorsqu'on présente le déposant. Et voilà, on simplifie la démarche et puis on a un dossier par projet de mobilité. D'accord. Très bien, je vous remercie. Merci à vous. On a une question sur le PCI, c'est ça aussi, je crois. Alors, oui, c'est vrai qu'on a parcouru un petit peu l'appel à projet pour le Fonds pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel immatériel. C'est vrai que cet appel termine d'ici quelques semaines, voire quelques jours, le 13 février, il me semble. Nous avons vu que les personnes qui pourraient potentiellement être intéressées par ce fonds, il s'agissait également des structures touristiques. Vous avez eu beaucoup peut-être de dossiers de candidature de structures touristiques. Ce serait vraiment pour pouvoir aider nos acteurs locaux à pouvoir candidater sur ce type d'appel à projet. Alors, pour le moment, en fait, on n'a pas énormément de dossiers qui sont complétés à 100%. Donc, on regarde un petit peu ce qui existe au fil de l'eau. Ce que l'on remarque d'ailleurs sur Archipel EU, mais c'est semblable sur différents dispositifs, c'est que en général, les personnes, les structures déposent leur dossier à la dernière minute. Donc, on a très peu de visibilité en fait en amont, même à quelques semaines. Pour vous donner un exemple, dans 2 jours, c'est la fin de l'appel sur la collection. Il y a encore une semaine, on avait très très peu de demandes. Et puis là, depuis 2-3 jours, c'est vraiment dernier moment qu'on commence à avoir, tout le monde se précipite. Mais pour vous répondre, pour le moment, dans les dossiers qui ont été déposés, notamment sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, puisqu'on en a quelques-uns, il n'y a pas réellement de projet porté qui soit exclusivement axé sur le tourisme. Et pourtant, c'est un enjeu qui est très important pour nous, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que évidemment, on est sur des territoires qui sont souvent tournés vers le tourisme, qui ont vraiment eu des impacts et qui ont encore des impacts catastrophiques en termes d'économie par rapport à la situation sanitaire. Je sais que la Nouvelle-Calédonie a
a été en décalage un peu par rapport à nous sur la métropole, sur, voilà, sur cette situation, mais que vous aussi, vous êtes forcément touchés par ces enjeux. Et donc, du coup, pour nous, Archipel, c'est aussi un moyen de pouvoir redynamiser ce secteur grâce à la culture, grâce aux actions aussi qui viennent vraiment des communautés locales. Et c'est pour ça que notre appel sur le patrimoine immatériel, c'est un enjeu aussi interinstitutionnel. On aimerait que justement différentes institutions de différents territoires puissent se l'approprier, redéfinir aussi dans ce moment un peu particulier qu'on vit tous, redéfinir un peu quelles sont les priorités pour le territoire en termes vraiment d'identité, de valorisation. Sur la Nouvelle-Calédonie, c'est un enjeu évidemment politique fort aussi, je pense, en termes d'appropriation que l'on voudrait pouvoir soutenir. Pour aussi vous donner quelques éléments de contexte sur votre territoire, on a plusieurs partenaires associés sur Archipel EU et on a un partenaire associé qui est en Nouvelle-Calédonie, à savoir la DCK, le Centre culturel Djibaou. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà peut-être échangé avec notre partenaire sur place qui est mince, j'ai échangé avec lui tout à l'heure. Guillaume Soulard. Guillaume Soulard, je suis. Oui, c'est ça. Vous avez du coup peut-être échangé avec la structure aussi pour identifier des projets ou pas forcément? Alors, on n'a pas encore échangé avec la structure, mais effectivement, on savait qu'ils étaient en lien avec vous. Donc, on va pouvoir communiquer assez rapidement avec eux pour pouvoir sélectionner certains projets, effectivement, qui seraient vraiment d'intérêt pour le pays. Voilà, parce que voilà, exactement. Ben, c'est parfait parce que c'est ce que, justement, on a de la chance d'avoir en fait, des partenaires associés sur certains territoires. Pour les autres, on essaie d'avoir des points focaux. Et c'est important pour nous d'avoir justement ce relais local sur les territoires pour faire déjà une première diffusion, dans un sens des appels, mais ensuite aussi déjà de pouvoir présélectionner, comme vous l'avez dit, les projets qui soient vraiment porteurs, qui soient aussi peut-être emblématiques, qui aient une pertinence, qu'elles soient économiques ou qu'elles soient en termes de développement durable, aussi en termes d'enjeux éthiques. Donc, tous ces enjeux sont vraiment importants pour nous. Et voilà, donc nous, avec la Nouvelle-Calédonie, on travaille vraiment beaucoup avec le Centre culturel Djibaou pour pouvoir justement identifier. On a quelques remontées d'informations de temps en temps déjà pour nous expliquer un peu le contexte, que ce n'est pas forcément évident de sensibiliser sur ces enjeux, d'aider aussi à démystifier l'idée que monter un projet européen, c'est complexe alors que ce n'est pas forcément le cas. Donc voilà, il y a aussi tout un soutien que l'on propose et que l'OCTA propose aussi, puisque Hélène est vraiment en charge de l'appui sur les territoires les PTOM. Donc voilà, on a aussi cet accompagnement qui fait partie vraiment de la spécificité d'Archipel, c'est qu'on n'est pas juste là pour diffuser des appels, mais aussi pour accompagner au cas par cas les monteurs de projets. Et ensuite, quand ils sont sélectionnés, on les accompagne aussi, même pour redéfinir leur projet, parce qu'on a différentes expertises aussi. Donc, on peut aussi dire, bah voilà, vous aviez défini un projet, mais on peut vous proposer cette piste d'action, pour proposer ce partenaire aussi pour enrichir encore plus votre projet sur différents domaines. Je vois qu'on a d'autres mains. Je ne sais pas si au niveau de la Nouvelle-Calédonie, vous avez d'autres questions. Une ou deux questions. Du coup, ce serait pour savoir, voilà, c'est dans la continuité de la question de Solange, dans l'éventualité où il y aurait un événement qui serait mis en place en fait en Nouvelle-Calédonie et où on aurait par exemple des invités ultramarins artistiques. Est-ce que c'est à nous de faire la demande ou est-ce qu'il faut qu'on lance le projet, qu'on les invite et qu'on leur dise eh ben, c'est à vous de candidater sur cet appel à projet pour justement faire un appel, une demande de financement? C'est dans le cas des fonds de mobilité, c'est ça? C'est ça. Par exemple, je prends un exemple. Si, par exemple, au mois d'août, on aurait le projet de faire une semaine sur le thème s'inspirer des peuples autochtones pour révéler la création artistique chez notre jeunesse, et que dans ce projet,
on aurait l'objectif d'inviter différents artistes ultramarins, que ce soit de la Réunion, par exemple, avec Daniel Waro, qui est beaucoup engagé, notamment avec le Maloya, ou en Guyane, avec les peuples autochtones qui pourraient venir justement faire des présentations artistiques, culturelles. Est-ce que Alors, dans ce projet, c'est à nous de faire la demande de répondre à l'appel à projet, ou c'est à eux de le faire? Non, si on est dans le cadre du fonds de mobilité, tout d'abord, l'exemple que vous me donnez, par exemple, faire venir, un exemple très concret, faire venir Daniel Waro de la Réunion pour donner sur un exemple très précis, c'est vraiment le type de projet qui entre en phase complètement avec ce que l'on veut soutenir sur Archipel EU. Donc déjà, voilà, c'est important de pouvoir le préciser. Un deuxième point, c'est que sur les fonds de mobilité, l'aide va être accordée à l'artiste qui se déplace. Donc, du coup, c'est à lui de faire la demande, donc ou à la structure qui se déplace. Et vous auriez à lui fournir une lettre d'invitation en disant, ben voilà, vous êtes invité à tel événement. Et donc, nous, on a bien conscience qu'on a à la fois un porteur de projet qui vient d'un territoire éligible et qu'en plus de ça, cerise sur le gâteau, on va aussi sur un territoire qui est aussi fait partie de notre périmètre d'action. Donc, ça, on aura tous les éléments qui nous permettront de pouvoir voilà, voir qu'on est vraiment en phase avec les types de projets que l'on souhaite soutenir. Et une autre question, là, concernant plutôt le patrimoine culturel immatériel, je voudrais savoir en fait si les langues autochtones, notamment parce qu'en Nouvelle-Calédonie, on a plus de 28 langues kanak, notamment, et on sait très bien que les langues, c'est un levier assez important dans la transmission de la culture. Je voulais savoir si ça pouvait entrer également dans le cadre de cet appel à projet concernant le patrimoine culturel immatériel. Oui, parce que tous les éléments qui dépendent de la Convention 2003 de l'UNESCO sur le patrimoine culturel immatériel, dont les langues vernaculaires, font partie du périmètre d'action de cet appel. Néanmoins, il faut qu'il y ait un projet à dimension culturelle, à dimension de médiation scientifique et culturelle sur les langues, c'est-à-dire voilà, par exemple, le projet, ça peut être organiser une conférence sur les langues avec plusieurs chercheurs, linguistes, peut-être aussi des anthropologues, tout ce qui nous permettrait réellement voilà, d'ancrer cette action sur une action culturelle et scientifique. Merci beaucoup. Merci à vous. Dernière question pour moi. Le président du gouvernement envisage de créer un événement qui rentre dans le cadre des objectifs qui sont recherchés actuellement au processus qui est engagé en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire qu'il faudrait créer un événement qui va permettre d'ancrer la citoyenneté calédonienne dans l'ensemble de ce processus, en créant le festival Calédonia 2000, je crois, le festival calédonien, à l'instar de ce qui a été fait par Jean-Marie Chidaou il y a plusieurs années de ça, qui s'appelle le festival Mélanésia 2000. Est-ce qu'il est possible de monter un dossier via la DCK et d'aller rechercher des financements pour nous aider à mettre en place ce gros projet qui deviendrait un événement de la Calédonie? Oui, bien sûr. Alors, évidemment, les montants que l'on a sur Archipel EU, comme c'est un projet pilote, ne sont pas énormes, mais ils sont cumulables avec d'autres aides. Donc, ça vous permettrait quand même d'avoir, voilà, si vous êtes éligible sur un projet, d'avoir au moins une subvention qui pourrait être accordée. Vous n'avez pas besoin forcément de passer par la DCK. C'est une possibilité, mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez nous contacter et voir si nous, on pourra déjà vous dire dans les grandes lignes si le projet est éligible, vous guider, etc. Oui, c'est tout à fait faisable. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup à toute l'équipe de New Caledonia de vos questions. Je vois que nous avons une autre main levée de Franck. Franck, vous avez la parole. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, merci pour toutes ces explications. J'ai découvert cet après-midi les fonds, donc un peu tardivement.
Il y en a deux qui me paraissent intéressants. En fait, je suis auteur, metteur en scène et j'ai un projet de pièce de théâtre qui s'appelle Les Entrailles, qui porte sur les violences conjugales et intrafamiliales. Et donc, je souhaiterais faire une tournée, diffuser la pièce dans les départements d'outre-mer et pourquoi pas dans quelques territoires d'outre-mer aussi, mais en tout cas dans les départements d'outre-mer, c'est sûr, parce que le sujet, bien sûr, est universel, mais c'est une pièce en langue créole. Et en Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion, on parle créole et on a trop peu de spectacles dans notre langue. Donc, je voudrais les diffuser sur ces territoires, sur ces départements. Et au-delà des représentations, j'aimerais aussi qu'il y ait des échanges, des débats autour de ce sujet-là qui est important. Quand j'ai consulté cet après-midi votre site, j'ai vu qu'il y avait la collection et le fonds de mobilité archipel.eu. La collection m'a tout de suite interpellé parce que on est inscrit dans un catalogue et puis il y a aussi une aide à la diffusion. Donc il y a ce 2 en 1 qui est intéressant. Et donc, et le fonds de mobilité est aussi intéressant, mais il n'y a pas l'inscription au catalogue et ensuite c'est une inscription individuelle. Donc, j'ai des questions pour bien comprendre la différence entre les deux et ce qui est le plus adéquat. Je voudrais savoir, primo, est-ce que l'aide ne s'adresse qu'aux personnes qui veulent circuler dans les départements et territoires ultra-périphériques? Pourquoi cette question? Parce qu'il y a dans la Caraïbe, par exemple, et même dans l'océan Indien, il y a il y a des pays créolophones qui ne font pas partie de l'Union européenne. Donc, est-ce que ça vaut le coup de le mentionner en demandant l'aide? Deuxièmement, est-ce que alors, est-ce que dans la demande pour le fonds de mobilité, une personne peut demander une aide pour plusieurs personnes? Par exemple, dans le cas d'une troupe de théâtre, si moi je fais la demande, est-ce que je peux la faire pour 3 autres personnes? C'est ma deuxième question. Et voilà, donc c'est ça essentiellement ma question. Mais j'aimerais bien comprendre la différence entre les deux aides. Oui, merci. Oui. Du coup, oui, il y a effectivement il y a des grosses différences sur les deux aides. D'abord, sur la collection, petite information quand même importante, l'appel se clôture dans 2 jours. Donc, ça, c'est quand même important à prendre en compte. Moi, je pense que de ce que vous nous dites, votre projet pourrait tout à fait être éligible sur la collection. Donc, je vous encourage réellement à déjà déposer sur la collection, à vous concentrer là-dessus, parce que le fait de déposer sur un dispositif d'Archipel EU n'est pas exclusif et vous pouvez tout à fait après redéposer un dossier sur le fonds de mobilité parce que vous avez beaucoup plus de temps sur le fonds de mobilité. Ensuite, au niveau des... on va dire des territoires qui sont des territoires sur lesquels vous souhaitez mettre en œuvre votre projet ou circuler ou diffuser ou être visible. Il y a 2 angles d'approche différents sur entre le fonds de mobilité et la collection. Sur le fonds de mobilité, on est vraiment beaucoup plus axé sur une mobilité entre RUP, PTOM et Europe continentale. C'est vraiment l'objectif initial des fonds de mobilité. Pour la collection, on est aussi sur les échanges entre régions ultrapériphériques, pays et territoires d'outre-mer, Europe continentale, mais on est aussi sur l'international et on est aussi sur les bassins géographiques. Donc là, par exemple, travailler sur Guadeloupe, Martinique, Haïti, par exemple, ça fait du sens. Donc, voilà, c'est une dynamique qui est différente. Ensuite, un élément à prendre en compte, pour la collection, il faut que l'œuvre existe déjà.
voilà. Oui, mais c'est le cas. C'est le cas. C'est le cas, voilà. Non, mais je le dis juste pour resituer des éléments un petit peu importants sur le dispositif. Donc, ça, c'est parfait. Donc, et par ailleurs, la deuxième question que vous m'aviez posée, c'est, mais je crois qu'elle a déjà été posée tout à l'heure, c'est le montage de dossier. Est-ce que si on a plusieurs personnes sur le fonds de mobilité, est-ce que on a plusieurs dossiers? Comme je l'ai expliqué, non, il faut qu'il y ait, on n'a pas besoin, c'est un dossier par projet de mobilité. Donc, si c'est le même projet de mobilité porté par plusieurs personnes, voilà, on explique juste, c'est très important que dans le paragraphe sur la présentation du déposant, on précise qu'on est plusieurs déposants et on explique qui fait quoi dans l'équipe et pourquoi on a besoin de tout le monde. Mais du coup, voilà, c'est un petit peu l'idée générale. Mais merci pour ces questions qui permettent réellement de bien cibler parce que c'est vrai qu'on est sur un dispositif, on lance ce dispositif, Archipel EU, c'est un projet pilote, il est expérimental. Donc, forcément, il y a un temps de connaissance. En plus, vous, j'ai cru comprendre que c'est sûrement grâce à ma collègue Gaëlle que vous avez eu l'information. Exact. Voilà, donc de dernière minute et fraîchement arrivé avec des questions qui nous permettent d'aller droit au but. Donc, parfait, merci. J'ai peut-être quelque chose un point à ajouter sur la collection. On l'a dit au long du webinaire, mais cet appel à projet se clôture dans 2 jours, le 13. Donc, si c'est véritablement un fonds qui correspond à votre projet, voilà, je vous invite vraiment à regarder cela de près le plus rapidement possible. Pour ce fonds également, il est important d'avoir une lettre d'intention d'une structure donc située dans un autre territoire, un autre pays, qui serait à même de pouvoir présenter votre projet. Oui. Voilà, donc ce sont deux autres conditions supplémentaires. Oui, le temps est court, mais ça me paraît faisable. Merci Hélène, c'est vrai que c'est important. Et puis, au-delà de ça, nous, sur Archipel EU, on va promouvoir des projets qui correspondent à nos ambitions. Et ensuite, on va vouloir accompagner aussi chacun des projets au-delà de ce qu'ils vont nous présenter. C'est-à-dire que concrètement, vous nous présentez un projet de mobilité, de présentation sur la collection, sur une diffusion sur un territoire. Si votre dossier il est éligible et qu'il est dans notre catalogue, ensuite, avec la diffusion, nous, on s'assure qu'il circule partout pour qu'on puisse aussi s'assurer qu'on n'ait pas juste une seule représentation, mais vraiment qu'on puisse ensuite, avec ce catalogue, circuler sur de nombreux territoires sur lesquels vous n'avez pas forcément... voilà, en bénéficiant un peu de notre réseau, qui n'est pas que le réseau de l'Institut français, qui est vraiment le réseau du consortium d'Archipel EU sur des territoires qui ne sont pas que français, sur des territoires qui sont aussi lusophones, hispanophones et anglophones. Et puis, on a aussi les Antilles néerlandaises qui font partie de notre périmètre d'action aussi. Donc, c'est aussi des enjeux importants pour nous. Voilà. Merci. Merci. Du coup, on a Henri Kamal Martial. Ça fait longtemps, du coup, que je n'ai pas vu Henri. Comment vas-tu, Henri? Ça fait au moins 10 ans. Ça fait plaisir de te voir. Je voulais juste me manifester pour te dire combien je suis content de te voir. Surprise. C'est gentil. Alors, Henri, du coup, tu nous viens de Mayotte et, voilà. Et tu es quand même présente-toi peut-être pour comme si tu me poses tes questions. D'abord chercheur dans les études postcoloniales et je suis en même temps dramaturge et metteur en scène. J'anime une troupe de théâtre qui s'appelle Istanbul qui fête ses 20 ans en 2022 et je travaille particulièrement depuis une décennie dans la région Canal de Mozambique, une région très riche en histoire. Et donc mon travail consiste à faire 2 étapes. Une première étape de recherche, notamment dans le patrimoine culturel immatériel. Et puis, les résultats de la recherche arrivent sur la scène sous forme d'œuvres transdisciplinaires que j'appelle, je ne sais pas si on peut appeler ça théâtre, un opéra, ou je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui dit toutes les formes possibles pour rendre attractif. Alors, on a travaillé sur 2 spectacles ces 4 dernières années, Zambésia 2061, qui a tourné au Mozambique
au Kenya, à La Réunion, puis on vient de finir Genesis. On a beaucoup souffert parce qu'avec la crise, justement, on a perdu beaucoup de moyens, voyager avec. Voilà. La question que parce que les deux spectacles figuraient en 2020 dans la collection, justement. On souhaiterait en fait qu'elle revienne pour... c'était en 2021, plutôt en 2021 ou 2020, je ne me rappelle plus, je crois que c'était en 2021. Et puis, la question que j'aurais, c'est par rapport à notre procédure de travail et votre proposition. Nous avons 2 étapes de travail. La première consiste justement à faire de la recherche, et notamment la recherche dans le cadre en fait du patrimoine culturel immatériel. Cependant, cette recherche ne se fait pas en zone outre-mer, mais en Afrique de l'Est, parce que c'est le bassin, c'est le foyer de notre culture. Donc, on y va souvent au Mozambique ou en Tanzanie ou au Kenya faire de la recherche. Est-ce qu'il y a une forme de soutien? Est-ce que cela peut être éligible dans la mesure où le but ultime de la recherche, c'est d'apporter à la population de Mayotte, et même de façon plus large, des ressources de leur patrimoine qui ne sont pas forcément disponibles à Mayotte. C'est-à-dire la partie recherche, nous la finançons nous-mêmes, elle coûte très cher, et sans cette partie de recherche, on ne peut pas nourrir le spectacle. Donc, est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir soutenir cette partie-là, sachant que ça se passe plutôt sur la côte est-africaine? D'accord, ok. Merci. En fait, il y a 2 questions sur chacun des dispositifs. Il y a une question sur la collection, je pense. En tout cas, est-ce que ça peut s'ancrer sur la collection? Comme je l'ai dit, le délai est assez serré. Je voudrais juste préciser, parce que tu as fait référence à la collection, on fait une édition spéciale qui n'a pas du tout les mêmes... qui repose un peu comme sur le catalogue de la collection tel que l'Institut français l'a créé jusqu'à présent. Mais là, on fait vraiment une édition spéciale Archipel EU qui s'appelle aussi la collection. La différence qu'il va y avoir, c'est vraiment, nous, on ne va pas... déjà, on ne va pas faire de sourcing, donc on a un appel à projet. C'est différent que sur la collection où en fait, il y a eu un sourcing de l'Institut pour chercher des offres, les proposer. Là, c'est vraiment les offres qui doivent venir à nous. On a une sélection avec un comité d'experts pour avoir cette sélection sur la collection Archipel EU, pour avoir à la fois des œuvres qui soient pluridisciplinaires, mais aussi représentatives de chacun des territoires, qu'on ait une représentativité aussi équitable des territoires. Il y a pas mal d'enjeux qui sont assez différents de la collection initiale. Ensuite, sur la collection Archipel EU, il y a, qu'est-ce que je voulais dire, il y a cette diffusion qui ne va pas que dans le réseau de l'Institut français. Au contraire, on est vraiment sur une autre approche de la diffusion qui va vraiment sur l'international. Donc, y compris, par exemple, sur l'Afrique de l'Est. Voilà. Le deuxième élément que je voulais aborder, c'est sur le PCI. Donc, oui, les questions que tu as posées, Alain, sur l'éligibilité, en fait, sur une zone qui serait hors Union européenne, c'est tout à fait faisable. Il faut juste que le porteur de projet soit originaire de ces territoires, ce qui est le cas sur ton projet, en fait, puisque la demande viendrait de Mayotte. Et comme tu l'as aussi expliqué, il y a un retour ensuite sur Mayotte, c'est-à-dire que vraiment, le travail, il revient sur le territoire, il a un intérêt pour les communautés, parce que pour le patrimoine immatériel, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de faire avancer la recherche sur des territoires où on a vraiment besoin de faire avancer la recherche sur ces thématiques-là, notamment Mayotte, ça en fait partie. On adapte en fonction des différents territoires les éléments qui manquent, en fait. Par exemple, sur la Nouvelle-Calédonie, ça va peut-être être la question de la cartographie culturelle, sur le PCI, enfin, tout ça sera à voir avec chacun d'entre vous, mais vraiment, les différents éléments, comme tu le dis, Alain, sur Mayotte, ça sera sûrement le rapport à l'histoire, sur parfois une histoire qui est peut-être taboue, comment cela se réapproprie. Donc, ces enjeux, en fait, ils sont importants pour nous. Voilà. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci. On a encore quelques questions, puis parce qu'après, c'est vrai qu'on va a largement dépassé le temps.
Moi, je ne vois plus de questions. J'ai vu des mains levées, je ne sais pas. Alors, je pense que ce sont les mêmes que celles de tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres des questions supplémentaires. Mais en effet, enfin, comme dit aussi en début de webinaire, si vous avez la moindre question additionnelle, que celle-ci concerne le fonds de mobilité ou les 2 autres appels à projets, notamment le fonds sur la collection aussi, qui se clôture dans 2 jours, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Moi, je suis surtout là pour accompagner les potentiels bénéficiaires des PTOM. Néanmoins, enfin voilà, vous pouvez compter sur moi, sur Madina pour toutes les questions que vous auriez. Donc, n'hésitez pas. Merci à tous. Est-ce qu'il y a des dernières questions ou est-ce que tout vous semble relativement clair? Je vous remercie vraiment beaucoup pour les échanges parce que c'est le but de ces webinaires, c'est de vous permettre de ne pas avoir un trop grand nombre de participants pour que justement on puisse directement aller dans le vif du sujet avec des projets, vous donner aussi nos priorités stratégiques aussi pour être sûr qu'on soit en phase, pour que chacun puisse vraiment trouver son intérêt sur ce dispositif. Je voudrais ajouter pour terminer que comme c'est un projet pilote expérimental de la Commission européenne, il y a une phase très importante pour nous qui va être celle des recommandations. Et on l'a construit dès maintenant, c'est-à-dire justement en identifiant les enjeux sur le territoire. Et ces enjeux, ils apparaissent par exemple déjà avec ces webinaires, avec ces identifications de projets, parce qu'après, nous, on pourra justement faire remonter à la Commission européenne que en fonction des territoires, on a différentes thématiques qui sont spécifiques, mais qu'on a aussi des thématiques communes, transverses, et ça nous amènera aussi à pouvoir développer ce programme par la suite en fonction des besoins des territoires concernés. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons peut-être mettre fin à ce webinaire et vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, où que vous soyez. Et puis, une fois encore, n'hésitez vraiment pas, nous sommes à votre disposition. Et demain, je vous ferai parvenir un email avec le PowerPoint aussi qui vous a été présenté en ce jour. Donc, gardons contact et merci encore à vous tous de vous être joints à nous. Merci, bonne soirée. Au revoir. Bonne Au revoir. soirée, merci Madina. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée.